Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro. Nous continuons notre réflexion sur notre société africaine et de la marche de la démocratie en RDC. Nous avons parlé aussi de ce qui concernait la diaspora, de la double nationalité. Nous continuons avec cette réflexion, toujours dans votre magazine Deadline. Actualité oblige, les élections ne sont plus pour le 23 décembre en RDC. Elle a été repoussée pour le 30 décembre. Quelle nouvelle perspective? Est-ce que notre manière de réfléchir sur la démocratie, une démocratie à l'africaine, n'est pas une solution à point? Pour en parler, nous sommes ici avec notre invité, Alphonse Mwambi, que je vais saluer. Bonsoir Alphonse Mwambi. Bonsoir Monsieur Symphorien Katende. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est moi qui suis très heureux d'être sur votre plateau. Nos téléspectateurs s'habituent à vous. Vous nous avez donné une image, nous avons commencé, vous avez parlé de la démocratie à l'africaine. Et là, les élections sont encore repoussées. Nous allons en parler le temps que je puisse saluer tous les téléspectateurs qui nous prennent à cet instant. Vous nous suivez de Boston, vous nous suivez de l'Illinois, vous nous suivez de Caroline du Nord, des États-Unis, vous nous suivez de l'Europe, Bruxelles, France, Suisse. Vous nous suivez de l'Afrique centrale, Congo-Brazza, Angola. Vous nous suivez de la Centrafrique, vous nous suivez de la RDC, Bandunduville. Vous nous suivez de Lubumbashi, Makiso, Kisangani. Vous nous suivez de Beni, Goma, Aru, Walungu. Vous nous suivez en Afrique du Sud. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Comme je l'avais dit, les élections sont repoussées en République démocratique du Congo. Une nouvelle perspective, ce n'est plus pour le 23 décembre, c'est pour le 30 décembre de cette année 2018. Quelle nouvelle perspective? Alphonse Mwambi, lors de nos numéros précédents, vous avez parlé que nous avions un sérieux problème de la démocratie à l'africaine. Est-ce que ce nouveau report des élections en RDC ne démontre pas que l'Afrique devrait elle-même avoir sa propre démocratie? Merci beaucoup pour la parole, pour l'invitation. En fait, je suis de très près la situation en République démocratique du Congo, les élections, la campagne, etc. etc. Il y a d'abord les morts qui sont tombés. Il y a des morts qui sont tombés à Lubumbashi, à l'est du Congo. Il y a ici à côté, à Maïndombe, où il y a les ethnies, les Banounou et les Batende qui se sont affrontés. Il y a un chef coutumier qui a été tué et puis il s'en est suivi des massacres et tout. Donc vous comprenez là que une ethnie était pour un candidat, une autre ethnie était pour un autre candidat et ça a créé des problèmes, ils se sont tués, ainsi de suite. Donc on appelle ça des problèmes ethniques, moi j'appelle ça des problèmes idéologiques, c'est-à-dire que nous avons tout simplement un problème civilisationnel. C'est-à-dire quoi? Ça n'a rien à voir avec les qualificatifs du président français Macron qui disait que l'Afrique a un problème civilisationnel du fait que les femmes ont 8 enfants, etc., etc. Non, mais nous avons un problème civilisationnel, c'est-à-dire que nous n'instaurons pas, nous ne faisons rien avec notre civilisation. Nous n'introduisons pas notre civilisation dans notre manière de gérer nos pays, nos États. Et tout ce qui se passe, la RDC n'en fait pas exception. Donc, c'est un résultat quand on quitte sa civilisation pour tricher la civilisation des autres. C'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre que le report des élections du 23 décembre au 30 décembre est dû à 2 éléments majeurs. L'élément premier, c'est le feu, donc l'incendie qui a pris l'entrepôt de la CENI. Voilà, c'est le 13 décembre. Et puis, il y a l'acheminement de bulletins de vote, du matériel électoral dans les recoins du pays. Si on prend tous ces matériels, que ce soit les machines à voter, que ce soit les bulletins, que ce soit les encres indélébiles,
vous allez comprendre qu'il n'y a aucun seul élément qui vient de la RDC. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'à Paris, quand on organise les élections, on commande les affaires de la Chine, du Congo, de partout, ainsi de suite? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans la démocratie africaine, quand la Chine organise sa propre société, est-ce qu'en Chine, vous avez déjà appris quelque part que non, pour organiser notre société, nous avons besoin des Américains, nous avons besoin des Chinois, nous allons avoir ceci pour acheminer par là, ainsi de suite? Ce n'est pas... On n'a pas besoin d'être à l'école pour réfléchir comme ça, non? C'est un problème civilisationnel. C'est-à-dire que nous avons besoin de réfléchir là-dessus. Si nous refusons de réfléchir, c'est que nous sommes dans une prison idéologique où nous allons y rester, report ou pas report. Vous voyez, comme là, Corneille Nangaa a fait appel à des diplomates étrangers accrédités en RDC pour leur expliquer la situation. Il a fait appel aux différents candidats et ceux qui n'étaient pas présents ici à Kinshasa se sont fait représenter. À chaque fois, que ce soit la partie gouvernementale ou les opposants, il faut se référer quelque part aux étrangers que nous fustigeons. Alors, quelle est la bonne approche? La bonne approche est simple. Les oppositions, le pouvoir en place, la dualité, ce n'est pas un truc pour les Africains. Ce n'est pas dans le mauvais sens que je l'ai dit. Il y a certains qui me diront, voilà, dans les pays anglophones, la démocratie se passe bien, il se passe de l'alternance. Nous avons le Kenya qui est un pays anglophone. Il y a les Kikuyu et les autres qui s'entretuent. Chaque fois qu'il y a élection, il y a des problèmes sérieux. Donc les ethnicités que nous avons, il y en a plein. Alors s'il y a élection, vous savez que les ethnicités, les ethnies, se séparent seulement d'une rue ou bien d'un petit tunnel. Alors quand il y a rivalité, les gens s'entretuent. Et puis il y a les discours politiques qui sont souvent les discours concurrentiels, c'est la concurrence et ça mène vers la haine. Alors notre population africaine n'est pas habituée à ces discours-là des haines, des discours des divisions. Alors il faut retourner sur un discours de consensus. C'est ça, c'est que nous avons toujours eu dans notre société ancienne. Si on retourne vers les anciens, si on retourne vers Lumumba, c'est tout ce qu'ils prônaient à l'époque. Donc il faut qu'on puisse avoir un pouvoir assis sur une gestion consensuelle. Qu'on ne parle pas des opposants, qu'on ne parle pas des pouvoirs en place, mais une gouvernance consultée et avec tout le monde, là on peut partir. Mais sinon, on va à chaque 5 ans revenir sur les élections. On ne va jamais penser à tuer les moustiques qui tuent nos populations, à construire le pays, à donner les emplois aux jeunes qui sont à 60%, les jeunes congolais, c'est la dynamique. Donc à construire nos routes. Nous allons toujours continuer à nous battre, à gagner les élections, à se diviser et ce n'est pas dans la division qu'on peut construire le pays. Alphonse Mwambi, nous avons pris à peu près 10 minutes à échanger par rapport à l'actualité. Nous devons avancer, passer aussi à d'autres points. Le second point étant lié au tout premier, vous avez parlé d'une gestion consensuelle. Parce que l'Africain s'est toujours démontré, lorsqu'il y a un problème, nous venons sous l'arbre par l'arbre échanger. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a dualité, il y a mort d'homme et nous perdons tous. Donc, attendre 7 jours de plus ou 6 jours de plus, est-ce un problème? Nous avons commencé ce processus ensemble, nous avons décollé ensemble. Pourquoi ne pas atterrir dans la paix, dans la tranquillité et savoir que après le 30 décembre, si tout est mis, toutes choses restant égales par ailleurs, nous avons l'alternance à la tête de la RDC.
Oui, mais c'est un problème technique, hein, que ce soit 7 jours, 20 jours, 100 jours, c'est un problème technique, mais qui est lié à un problème idéologique, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est bien aussi à dire, c'est que ça aurait été bien, comme c'est pour la première fois que la RDC s'approprie ses propres élections, qu'il finance ses propres élections, etc., ça aurait été bien de finir ça dans le délai déjà que le gouvernement et la commission de M. Corneille Nangaa avaient donné. Mais bon, bref, il y a ce problème-là. Voyons voir, le 30, il n'y a que 6 nuits à passer et on y est. Et voilà, je souhaite aux uns et aux autres bon courage. Parce que la société congolaise a démontré qu'elle pouvait être patiente. Les élections devaient avoir lieu en 2016, elles n'ont pas eu lieu. Nous avons dû attendre 504 jours. Et là, on doit ajouter encore 6 à 7 jours. Donc l'Africain peut attendre, et surtout le Congolais, si on est consensuel. Alphonse Mwambi, il y a un problème. Nous avons un problème d'hommes forts au lieu de systèmes forts. Et cela n'est pas notre problème. Par exemple, que vous prenez à l'opposition, on vous brandit les noms des personnes. Vous allez à la majorité, on vous brandit les noms de personnes. Même en Afrique, on parle plus des personnes providence que des systèmes forts sur lesquels nous pouvons nous apaisantir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, là vous revenez au discours de Barack Obama qui a été au Ghana ou en Égypte pour dire voilà, l'Afrique a besoin de systèmes forts plutôt que des hommes forts. Mais il faut dire aussi que moi je n'adhère pas au discours de Obama. Ce sont des discours des hypocrites, parce que ce sont même les pays comme les pays d'Obama, les États-Unis, l'Europe, la Belgique, la France, qui détruisent les systèmes en Afrique. Il ne faut pas nous tromper de cible. Parce que, je l'ai dit, et je suis très sérieux quand je l'ai dit, le problème au Congo, ce n'est pas le président Joseph Kabila, ça n'a pas été le président Mobutu, ça n'a pas été Lumumba, ni Joseph, Joseph Désiré Mobutu, ni Kasavubu. Oui. Mais le problème du Congo, c'est que le Congo est un pays riche en matières premières qui sont voulues par le monde entier et que l'on vient chercher. Le Congo, c'est un marché, tu vois. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on essaye à tout prix à avoir un système qui doit être dépendant de la mendicité internationale, et c'est pourquoi vous voyez, il y a les Nations Unies ici qui ne partent jamais. Les Nations Unies, ma mère, quand elle me parle des Nations Unies, c'est en 1960, moi je n'étais pas encore né. Aujourd'hui, on nous parle des Nations Unies, on nous parle d'Ebola, on nous parle de tout, et les gens débarquent de partout pour nous aider. Ils ont aidé nos parents, nos grands-parents, ils vont continuer à nous aider, ils vont continuer à aider nos petits-enfants. Donc ce n'est pas un problème des systèmes qui sont faibles et des hommes qui sont forts. C'est vrai, on parle des hommes et des systèmes, mais il y a toujours un truc qui vient d'ailleurs et qui vient tout bouleverser. Donc on ne doit pas être dépendant des autres systèmes. Ce sont ces systèmes-là qui nous rendent faibles, et ils aiment ça. Il n'y a pas un seul pays au monde qui se soucie du Congo. Pas du tout. Quand on dit, oui, les Nations Unies disent ceci, le Conseil de sécurité aux États-Unis, à New York, a dit ceci, ou bien l'Union européenne a dit, c'est faux. Ce sont des formalités. Ils doivent le faire. Ils doivent le dire. Mais au fond, ils préfèrent un système faible au Congo pour continuer à piller les ressources de ce pays. Alphonse Mwambi, à vous attendre dire dont nous devons nous plaindre, parce que voici l'élément, les forts dominent sur les faibles, le monde est fait sur les intérêts. Donc, ce que vous ne donnez pas aux autres, les autres viennent le prendre de force, parce que nous ne nous organisons pas. Par exemple, je vous donne un fait, aucun des partis en concurrence pour les élections ou des plateformes ont procédé à un primaire.
que ce soit à l'opposition, que ce soit à la majorité, dont les candidats ont été cooptés ou choisis, sans être d'accord sur la personne qui va nous diriger. Si vous remarquez ce qui déchire Cash et Lamuka, c'est un peu ce problème-là. Celui-ci pensait être à la place des autres, celui-ci pensait être mieux que les autres. Mais si on avait par exemple pensé aux primaires, que ce soit par exemple pour le cas Chadari, où Joseph Kabila se choisit lui-même son dauphin, vous ne trouvez pas qu'avec ces systèmes, l'Afrique ira de frustration en frustration. Déjà, dans leur propre plateforme, ils se disent dans leur cœur, parce que si on devait ouvrir les cœurs de tout un chacun avec sincérité, vous verrez que les personnes qui ont été proposées dans leur propre camp, ils ne sont pas d'accord. Vous ne trouvez pas que c'est ce qui fragiliserait l'Afrique, ce système, au lieu de travailler ensemble en système bien établi comme dans une équipe? Je vous prends un exemple, vous ne pourrez jamais avoir un attaquant au poste de gardien. C'est déjà établi que le gardien doit être au poteau. Mais ici, tout peut arriver en Afrique, on peut te dire un attaquant devient gardien et personne ne peut en parler. C'est pas aussi ça qui fragilise l'Afrique et les autres se disent bon, l'Afrique étant comme le Wakanda où il y a des minéraux, nous allons chercher. Et pourtant, le Wakanda, ça c'est une image, peut se protéger parce que si vous voyez ce film Wakanda, vous remarquerez, on parle de la richesse de la RDC qui peut développer le monde. Ouais, vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois. Bon, tout à fait. Prenons le cas Chadari, parce que vous me ramenez à la situation de la RDC dans ce sens-là. Le cas Chadari, vous venez de le dire, c'est le président Kabila qui l'a imposé. Donc, est-ce que vous pensez que s'il y avait les primaires, il n'y aurait pas aussi un chaos au niveau de la majorité? Seul alors, le passé ça c'est pouvait une nous question. Dire, voilà. C'est une question. Alors, quand vous parlez, vous prenez les partis politiques. La Moukaka, il y a des partis politiques qui n'existent que d'une seule personne ou d'une seule personnalité. Donc, on va faire les primaires avec qui? Vous comprenez? Et puis, la notion même des partis politiques. La notion des partis politiques, un parti politique, il a une idéologie, un idéal qu'il poursuit. Il y a la base, donc les membres qui payent des contributions, il y a des réunions, des bases, ainsi de suite. Et quand il y a des contributions, donc les membres qui contribuent, ainsi de suite. Et puis, il y a l'apport aussi de la base qui doit dire ce qu'elle veut. Elle veut avoir quand ils vont accéder au gouvernement. Donc, tout ça, vous voyez que ça n'existe pas. C'est parce qu'on crée des trucs comme ça, allez, on devient des partis politiques. On est de gauche, on est de droite. On ne sait pas ça veut dire quoi. Et on est là, on ne peut pas faire des primaires sur cette base-là. Et c'est pourquoi vous avez vu que cette histoire de Genève a échoué. Et là, j'ai une note à faire là-dessus. Vous avez vu à Genève qu'il y a eu Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Kamere, Mouzito, Martin Fayoulou et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Et après, vous avez Alain Dos, qui est là, qui s'affiche. Et vous comprenez que quand vous regardez comme ça, c'est comme quand sur qui ici à Kinshasa, je parle avec des jeunes qui me disent ouais, si tu veux avoir un truc ici, il faut mettre un blanc derrière et puis tout est bien. Mais c'est ça la même mentalité que je vois, même en politique. Je vois des grandes personnalités congolaises avec un monsieur derrière qui ne se cache même pas et ça ne va pas. Et il y a des trucs qui se sont passés et ça n'a pas marché, ça éclate parce que ce n'est pas quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Pourquoi ne pas été à Kananga pour faire un pacte comme ça? Pourquoi à Genève? Pourquoi pas quelque part ici dans un village? Donc c'est un problème de civilisation, comme je viens de le dire, c'est un problème civilisationnel que nous avons. Retournons sur nos civilisations, nos valeurs, nous allons aller de l'avant. Alphonse Mwambi, nous passons au troisième point de ces échanges si riches. Toutes choses restantes égales par ailleurs, le 30 décembre 2018, en RDC, nous avons les élections présidentielles.
quelles sont les perspectives d'avenir pour ce gouvernement? Donc, essayons de nous projeter. L'action politique plutôt, a comme implication l'impact social de la société, surtout les ménages. Donc, le plus grand chantier que ce nouveau gouvernement ou l'alternance, le président qui va venir après le 30 décembre, c'est d'être capable à donner aux ménages la capacité d'avoir un loyer, la capacité d'enseigner, de scolariser, de soigner les enfants, la capacité de vivre dans une stabilité sociale. Ouais. Selon vous, ouais. S'il vous est donné de conseiller ce gouvernement qui vient ou ce président qui vient après le 30 décembre, qu'est-ce que vous pouvez le dire tenant compte de la réalité de ce qui se passe dans les ménages congolais? En fait, les ménages congolais, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils sont dans l'informel. Surtout les femmes, les mamans, moi j'ai beaucoup de respect pour elles. Hein. Elles tiennent le ménage, elles sortent le matin pour revenir le soir, elles nourrissent les enfants et leur mari. Et ça c'est vraiment très bien, mais c'est quand même honteux aussi dans notre société. Donc, c'est que le gouvernement devrait faire, parce que la vie au Congo est trop chère. Ça, il faut qu'on se le dise. Beaucoup plus cher même que la vie en Europe, à Paris. Un plat ici, un plat coûte 30 $, alors qu'à Paris, on a un plat de 16 $. Donc, ça coûte cher. Alors, ce que moi je conseillerais au gouvernement qui va sortir de ces élections ou des négociations ou que sais-je encore, c'est de créer l'emploi. Créer l'emploi pour que tout le monde puisse avoir sa dignité. Et pour créer l'emploi, il y a plusieurs conditions. Il faut créer une sécurité des affaires. Donc un environnement où les gens peuvent venir faire des affaires. Il faut attirer les investisseurs. Alors, quand on attire les investisseurs, on va créer de l'emploi. Il y a plusieurs secteurs pour créer de l'emploi. Il y a le tourisme à organiser, mais il y a le monde d'affaires, le business. Donc, ce qui fait que tout le monde peut avoir de l'emploi, son salaire, et vous allez voir, plus il y a de l'emploi, plus il y aura, la vie ne sera plus chère, parce que chacun aura le pouvoir d'achat, et on pourra accéder facilement à avoir son loyer et à envoyer ses enfants à l'école, ainsi de suite, tout le monde aura son compte. Donc il y a l'agriculture qui aura la priorité de priorité, parce qu'avec l'agriculture, on peut, surtout l'agroculture, on peut transformer les oranges en jus d'orange, et on peut vendre ici, au lieu d'importer des jus d'orange qui font des milliers de kilomètres et qui sont déjà périmés et qu'on retrouve ici dans nos supermarchés. Donc il y a ces secteurs-là, mais il y a aussi le secteur qui est beaucoup plus capital, c'est l'éducation. Il faudra à un moment donné que l'éducation ne puisse pas devenir une marchandise, que cela puisse devenir un accès gratuit à tous les enfants, toutes les filles et les fils du pays. Très bien dit Alphonse Mwambi. Nous allons faire une petite simulation sur lequel le nouveau président qui viendra après le 30 décembre puisse se tabler. Ouais. Prenons le cas d'une famille moyenne. Ouais. Une famille moyenne, toutes choses restantes égales par ailleurs, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc nous prenons une famille moyenne. Le loyer, en termes de loyer, prenons un loyer de 150 $. Pour une famille, papa, maman, 2 enfants, 150 $. Vous prenez la ration, pour eux, manger, vous prenez 100 $. 100 $. Vous prenez la scolarité, il faut payer l'école, ainsi de suite, nous rajoutons un 100 $. Vous prenez la santé, nous rajoutons encore un 100 $. Les imprévus connexes, nous prenons un
$100 encore. Une famille moyenne, toutes choses restant égales par ailleurs, a besoin de $550 pour vivre décemment. Donc quand vous prenez cela pour vous extrapoler sur les 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo, vous avez déjà une estimation. Donc, déjà sur base, le nouveau président qui devrait arriver après le 30 décembre 2018 doit déjà intégrer dans sa politique que tout ce qu'il va faire dans différents secteurs d'intervention et qu'il puisse être capable de donner au dernier de Congolais, famille moyenne, $550 pour pouvoir vivre. Oui, écoute. Je suis en train d'arriver, parce qu'on ne doit pas travailler sur le néant. Si vous remarquez, toutes les campagnes qui ont été faites jusqu'à, que ce soit les députés, ainsi de suite, on a plus parlé de papa bonheur, papa social, maman Naban et Belé, mais vous remarquez que personne n'a réfléchi sur un élément concret pour dire voici la finalité de mon programme politique et que d'ici 5 ans, que je puisse être capable de transformer les besoins de Congolais en revenus. Oui, je vais vous dire ceci. Tout à fait. Je vais vous dire ceci. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un démagogue. Hein. Tout à fait. Donc, le Congo est capable. Donc, nous sommes ici une population de plus de 80 millions. Donc, tout Congolais devrait être capable de rouler en une Mercedes. Déjà vivre décemment. Non, mais de toute façon, parce qu'on a des richesses qui s'envolent, qui vont nourrir les autres. Et nous, ici, les gens sont pauvres. Prenons la santé. La santé, donc moi je ne vais pas faire les chiffres. C'est vrai que tout le monde doit avoir de l'argent, doit vivre décemment, mais il y a des chiffres il y a des choses très simples qu'il faudra organiser. Parce que nous avons des routes ici. Nous avons des gens qui habitent à côté de la poubelle. Nous avons des gens qui habitent à côté de l'eau qui stagne. Donc tout ça, ce sont des maladies. Vous comprenez? Donc ça aussi c'est la priorité des priorités parce que si vous habitez dans un endroit sain, vous serez moins malade, vous n'irez pas à l'hôpital. Vous comprenez? Donc ce n'est pas toujours question d'argent, c'est une question d'organisation aussi. C'est très important. L'organisation et la discipline, c'est très important. Et au moment où on vit dans un endroit qui est sain, où on peut marcher dans la rue quand il pleut, on ne se fait pas électrocuter par l'électricité qui est en l'air. Déjà ça c'est très important. Vous comprenez? Donc où il y a l'eau qui coule au robinet sans problème, où il n'y a pas de délestage, là c'est une question d'organisation. Parce que tout est là. Vous comprenez? Donc ça, ce sont les priorités des priorités que nous devons que le nouveau gouvernement devrait instaurer. L'organisation et le suivi. Donc, il n'y a pas tout en matière, qu'en termes d'argent, c'est vrai. À un moment donné, tout Congolais devrait avoir droit à une allocation sociale d'au moins $600. Qu'on te donne, que tu travailles ou pas, on te donne ces $600, tu as droit. Et en même temps, créer des jobs, créer des emplois pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi. Et celui qui n'a pas d'emploi ou il peut avoir un salaire, il peut travailler pour ces $600, mais travailler pour la société, pour les vieillards, et puis on peut organiser des champs communs où les gens vont travailler pour le bénéfice, l'intérêt commun. Lorsque vous avez fait votre analyse lors de notre 3e point, vous avez insisté sur l'emploi. Oui. Donc l'emploi, créer de l'emploi, parce que une société se compose d'abord des ménages, créer de l'emploi pour que les ménages viennent y travailler, dans lesquels vous avez dit on peut passer par l'agriculture, parler de l'agrobusiness, faire venir des investisseurs en RDC dans divers domaines, et grâce à ces revenus, les ménages seront à même, par exemple, de contribuer à des impôts. Est-ce qu'on peut alors encore creuser plus par rapport à cette approche-là? Non, mais écoute, il y a par exemple les ports de la RDC, c'est le port le plus cher du monde. Hein.
Si j'ai une voiture que je reçois gratuitement et que je dois importer en RDC, je peux l'amener à Anvers jusqu'au port de Matadi. Ça va me coûter beaucoup plus cher sur le marché ici que si je le revendais en Europe. Donc, ce qui fait que les gens ont peur d'importer. Donc, le gouvernement qui va venir, c'est un gouvernement qui peut aussi prendre des mesures douanières, des mesures fiscales pour l'import. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui viennent investir dans l'agro-business, quand il y a des gens qui viennent investir dans le petit commerce ici, que ces gens-là puissent être exonérés de la douane. Donc, c'est une mesure qu'on peut prendre pendant un X temps pour booster l'économie et vous allez voir qu'on n'aura pas besoin d'aller commander ici et là. On aura beaucoup d'emplois ici sur place. Et il y a beaucoup de gens qui sont... Les investisseurs ne doivent pas toujours venir des autres pays. Il y a beaucoup de gens qui sont ici au pays, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne font que construire des hôtels, qui font des constructions, j'en ai vu ici en RDC, à gauche, à droite, mais avec cet investissement dans un hôtel qui passe parfois des nuits vides, on peut investir dans une petite usine. Donc il faut arrêter cette histoire que l'investisseur doit venir toujours de l'étranger. Et on a des investisseurs ici qui peuvent aussi investir dans leur pays. Et la corruption, parce que la RDC aussi, que ce soit les pays africains, il y a des ressources, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la corruption? Comment lutter contre la corruption pour que les États, surtout l'État congolais, le nouveau président qui va arriver après le 30 décembre 2018, toutes choses restantes égales par ailleurs, pour avoir cette capacité financière, parce que une action politique a ses preuves dans l'impact social. Ouais. Et pour faire cette action, il faut avoir des moyens conséquents. Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple, pour lutter contre la corruption? Il y a des étapes à faire pour lutter contre la corruption. D'abord, il y a l'emploi. Si tout le monde a un travail, un emploi, donc c'est très difficile de passer ou de faire la corruption. Et pour combattre la corruption, il faut organiser l'appareil justiciel, donc la justice. Pour organiser cela, il faudra que les juges, tous ceux qui sont concernés avec l'appareil justiciel, que ceux-là soient nommés à vie. C'est-à-dire quand on nomme un juge, ce n'est pas pour le révoquer plus tard. Il faudra maintenant, au niveau des instances judiciaires, qu'ils organisent un comité de contrôle entre eux pour punir un juge qui se comporte très mal. Parce que si, par exemple, je suis élu aujourd'hui, je nomme un juge et il y a quelqu'un d'autre qui vient le lendemain, qui le révoque, ainsi de suite, il y a instabilité au niveau de la justice. Donc, quand on a un juge qui est nommé à vie, il sait qu'il est stable. Et puis, il y a aussi le salaire qu'il faut donner au juge. Le salaire donné au juge doit répondre à tous ses besoins pour éviter qu'il puisse vendre la justice. Vous comprenez? Parce qu'un juge qui est en train de juger les gens sur des conflits parcellaires, parce que c'est ce qu'il y a la plupart, 90% des cas ici, lui-même, il habite dans une histoire rocambolesque, et puis vous venez avec des conflits sur des villas, sur des parcelles, il est tenté de créer, d'être corrompu par le plus fort, ainsi de suite, il est parti. C'est pourquoi il faut créer un environnement social très très fort auprès de ces juges et du personnel de la justice pour bannir la corruption. Et il y a le suivi, c'est-à-dire on ne peut pas créer des mesures et puis les laisser comme ça, sans suivi, et penser que non, on a fait ceci, cela, et ça marche. Non, ça ne marche jamais comme ça. Il faut qu'il y ait un suivi. Un président, il ne s'assoit pas au bureau, à son bureau dans son fauteuil.
il va organiser les suivis, des visites surprises pour voir si ces gens-là font le travail comme il faut. Comment le nouveau président doit s'entourer? Parce que c'est ça le problème. Pour faire un travail, on ne le fait pas seul, on doit le faire ensemble. Vous prenez, je prends que ça soit Barack Obama. Barack Obama s'est entouré par exemple avec ses amis, ceux qui venaient avec lui d'un même système ou d'un même secteur. Vous avez le cas aussi avec Donald Trump. D'autres présidents, vous prenez Macron. Mais ici en Afrique, on vous parlera des géopolitiques. Il faut prendre tel quota du centre, tel quota du nord, ainsi de suite. Mais comment ce nouveau président peut s'entourer? Et comment choisir son équipe pour qu'il puisse atteindre les objectifs de sa politique en vue de donner cette stabilité sociale à ses administrés? Bon, je pense que, je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper, la géopolitique nationale, vous voulez dire que les ministères doivent se répartir selon, c'est comme ça en Afrique, oui, selon donc, les régions, vous allez faire insensibilité à gauche et les ethnicités. Qui freinent aussi quelque part l'objectivité dans le travail. Hein. Bon, c'est possible, mais la compétence doit être le premier critère. Hein, le premier critère. Donc, il y a la compétence, que tu aies un ami qui travaille très bien, parce qu'il n'y a pas que les diplômes, il n'y a pas que les gens qui ont les diplômes qui savent travailler, il y a des gens qui ont de l'expérience. Quand on prend toutes les mamans qui sont ici, qui tiennent le ménage, on peut leur donner un hôtel, ils vont bien gérer cet hôtel-là. Donc, la géopolitique, c'est une bonne chose, mais il faut surtout se baser sur sur les capacités et sur les sérieux et la discipline. Parce que être nommé ministre, ce n'est pas faire organiser des messes, organiser des fêtes, appeler tout le monde, tuer des chèvres et des coqs pour dire voilà, nous aussi on va manger, hein, parce que c'est un peu ce qui se chante ici. Non, être ministre, c'est être au service de la nation. C'est travailler, c'est vraiment travailler dur et dur. Quand tu finis ton ministère, tu quittes le ministère, qu'on se dise ah voilà, lui il a laissé quelque chose derrière, que ça puisse avoir l'impact sur la population, sur la société, mais aussi sur l'environnement. C'est très important. Alphonse Mwambi, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges de ce soir dans Deadline. Quelle est votre vision de l'Afrique? L'Afrique est en mutation, l'Afrique est en train de bouger, notamment par rapport aux élections. Quelque part nous sommes contents, hein, ça sera la 3e fois qu'en RDC que nous puissions aller voter, ce qui ne se faisait pas. Là, nous devons quand même reconnaître cela à Joseph Kabila, qui s'est battu pour organiser les élections en 2000, donc 2 fois, et cette fois-ci nous allons pour la 3e élection, toutes choses restant égales par ailleurs, le 30 décembre 2018. Cet engouement que vous avez vu auprès des candidats députés, ainsi de suite, c'est là de note que l'Africain, l'homme congolais, se donne maintenant à la vision politique. Elle comprend les enjeux qu'incarne la politique. Non, je ne pense même pas que l'homme congolais comprend les enjeux, parce que les enjeux... Mais ils sont nombreux. Non, moi j'ai connu 2 élections avant celle-ci, donc 2006 et 2011. L'engouement en 2006 était beaucoup plus forte que celle que je vois aujourd'hui. L'engouement en 2011 était beaucoup plus forte que celle-ci. Donc, mais bon, bref, chacun ses expériences. Mais ce que je vais dire par rapport à tout ça, moi j'appelle ça aussi, c'est très bien hein, qu'on ait la démocratie, qu'on aille voter, qu'on fasse de longues lignes pour aller voter. On se réveille à 5 h du matin, on rentre à la maison le soir fatigué, on a voté et puis après on reste à la maison, on a faim, on continue ainsi de suite. Donc c'est une perte de temps, continuer dans ces histoires-là. Donc je pense aussi que pour le gouvernement qui va venir, quand il y aura le calme, qu'il y ait un groupe de réflexion où on peut voir quelle philosophie prendre pour les années à venir. Est-ce qu'on va continuer à organiser les élections de la même manière ou bien on peut combiner, voir ce que nous pouvons introduire dans notre
façon de gérer nos pays et comme ça, on peut éviter les morts inutiles qu'on appelle des martyrs, ainsi de suite. On en a assez, hein, des martyrs de la démocratie. On en a, donc, nos jeunes gens doivent continuer à vivre, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, ils ont droit à la vie. Ils n'ont pas droit à être tout le temps des martyrs de l'un ou de l'autre. Voilà. Alphonse Mwambi, un dernier mot pour mettre un terme à ces échanges fructueux. Un dernier mot, Alphonse Mwambi. Un dernier mot, c'est que c'est un mot d'espoir. Je souhaite une très bonne fin de l'année à tous les Congolais et toutes les Congolaises. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont candidats et toute l'Afrique et partout ailleurs. Bonne fin de l'année et joyeux Noël. Voilà. C'est vrai, ça ce sont les mots de clôture pour ce numéro du magazine Deadline de Alphonse Mwambi. Mais notre petite analyse est celle-ci. Vous êtes candidat président, vous êtes candidat député, ce n'est qu'une faveur. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été candidats sont moindres ou pas. Les ambitions, tout le monde en a. Mais vous, qui avez la possibilité d'être candidat président, candidat député, l'histoire du Congo est entre vos mains. Nous n'avons pas une autre nation à côté et un autre camp, sa barde, on va les réparer. Il n'y a que ce Congo. Nous avons tous décollé ensemble pour le processus électoral. Faisons tout pour atterrir ensemble. Que Dieu bénisse le Congo. Merci à la grande équipe de Deadline. Merci à Alphonse Mwambi qui nous accompagne. Et je souhaite bonne fin d'année, bonne année. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Très belle émission. Merci à vous.